Le président de la République est à New York, aux États-Unis. Il prendra part demain à la cérémonie de signature officielle de l'accord de Paris sur le climat, adopté en décembre dernier à l'issue de la COP 21. Le gouvernement ivoirien engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique mène aussi des actions pour venir à bout des conflits intercommunautaires. Plusieurs ministères travaillent en ce moment à Grand Bassam. Le 5e forum économique consacré aux entrepreneurs ivoiriens dénommé CGC Academy s'est ouvert aujourd'hui. L'objectif de ce forum annuel de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, est de rapprocher les porteurs de projets des financiers. Et en sport, la flamme olympique a été allumée en Grèce. Elle va filer vers le Brésil. La flamme va sillonner pendant 3 semaines, 300 villes au Brésil. Bonsoir à tous. Merci de regarder le journal du RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à New York, aux États-Unis. Il prendra part demain à la cérémonie de signature officielle de l'accord de Paris sur le climat adopté en décembre dernier à l'issue de la COP 21. 150 pays sont attendus à cette cérémonie. La Côte d'Ivoire, en signant cet accord, affiche sa volonté à lutter contre le réchauffement climatique, nous explique notre envoyé spécial, Awa Touré. Les 195 pays signataires de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, au nombre desquels la Côte d'Ivoire, vont signer le vendredi 22 avril l'accord de Paris, issu de la 21e conférence sur le climat, la COP 21. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc à New York pour signer cet accord en compagnie des autres dirigeants de la planète, officialisant ainsi l'engagement pris par la communauté internationale de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif principal de l'accord de Paris est de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius et de mener des actions plus poussée en vue de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Cet accord vise également à renforcer la capacité des États à faire face au changement climatique. Et je le disais à l'instant, le gouvernement ivoirien engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique mène aussi des actions pour venir à bout des conflits intercommunautaires. Plusieurs ministères travaillent en ce moment même à Grand Bassam. Les réflexions ont débuté aujourd'hui en présence du Premier ministre devraient aboutir à des propositions concrètes pour mettre fin à ces conflits dans nos régions. Explication avec Thomas Kessambi. De Vavois à Suefri, en passant par Bouna et bien de localités du pays, la résurgence de conflits communautaires constitue une problématique essentielle et un vrai défi pour le gouvernement ivoirien. Ce défi-là, l'équipe gouvernementale veut le relever par une approche globale et participative. À l'initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une rencontre de réflexion et d'échange. Administration préfectorale, forum de guides religieux, chambre de rois et chefs traditionnels, partenaires au développement, ONG, répondent à l'invitation du gouvernement pour plancher sur les conflits liés à la dévolution du pouvoir dans la chefferie traditionnelle, conflits liés aux ressources foncières en milieu rural, conflits culturels et religieux. Partie prenante à la rencontre, les ministres des Ressources animales et halieutiques, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes préconisent dans l'urgence pour leur part la création d'agences dédiées à l'élevage et un Conseil national de la paix pour la mise en œuvre des politiques arrêtées. Maître d'œuvre du séminaire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en saluant l'implication du chef du gouvernement dans la dynamique, exhorte les participants à faire preuve d'ingéniosité et de réalisme. Monsieur le Premier ministre, le thème de ce séminaire nous engage à faire en sorte que nos populations puissent vivre dans la paix et la sécurité. Les conséquences des conflits communautaires sont aussi graves, sinon souvent plus graves que les attentats terroristes. C'est pourquoi c'est important qu'ici même à Bassam, nous venions trouver des solutions pour éviter cela.
Daniel Kablan Duncan, en intervenant à ce rendez-vous de Grand Bassam, ne dit pas autre chose que mettre en relief les attentes du gouvernement. Mesdames et messieurs les participants, le gouvernement place beaucoup d'espoir en vos travaux. Vos recommandations et conclusions devraient conduire à adopter des stratégies et de prendre des dispositions efficaces qui permettent d'apporter des solutions pérennes et efficaces à la problématique globale des conflits communautaires. Le séminaire qui se tient sur 2 jours compte aussi s'enrichir des expériences d'ailleurs pour bâtir une approche beaucoup plus efficace. La loi de programmation militaire 2016-2020, adoptée à l'Assemblée nationale le 5 janvier dernier, était au centre d'un atelier cette semaine. La loi qui vise, entre autres, un meilleur équipement matériel des forces de défense a été expliquée aux militaires. Une étape importante avant la mise en œuvre de la dite loi, nous explique Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire dispose d'une loi de programmation militaire couvrant la période 2016 à 2020, votée le 5 janvier 2016 à l'Assemblée nationale. C'est un instrument de réforme profonde de l'outil de la défense. Cette loi de programmation militaire va permettre de déterminer les ressources humaines des forces armées de Côte d'Ivoire. Au cours du présent atelier de restitution des travaux relatifs à la dite loi de programmation militaire, les 109 participants, tous issus des différentes composantes de l'armée, devaient déterminer les actions de mise en œuvre, les délais de réalisation et mentionner les coûts en conformité avec la dite loi. La restitution des travaux s'est faite en présence du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï. Ils ont fait un travail très précis, mais qui a besoin bien sûr d'être poursuivi pour que d'ici la fin du mois, nous puissions mettre en œuvre cette loi de programmation, c'est-à-dire au niveau des textes qu'il y a à prendre, au niveau des infrastructures qu'il y a à construire, et puis surtout au niveau des ressources humaines qu'il faut adapter pour passer des effectifs qui nous sont assignés à l'horizon 2020. Pendant 2 semaines, les participants, dans le souci d'une meilleure appropriation de la loi, ont réfléchi par groupe de travail constitué sur plusieurs thématiques, notamment les ressources humaines, les infrastructures, l'équipement, l'organisation et le financement. La loi de programmation militaire comporte 20 articles. On l'a appris aujourd'hui, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de Simone Gbagbo. Le rejet de la Cour ouvre ainsi définitivement la voie au procès de l'ex-première dame ivoirienne pour crimes contre l'humanité. Elle va donc être jugée aux assises le 9 mai prochain. Parlons à présent économie avec le 5e forum consacré aux entrepreneurs ivoiriens dénommé CGC Academy. Ce forum annuel de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est de rapprocher les porteurs de projets des financiers. Le thème choisi, tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. L'île Maurice est l'invité d'honneur de ce 5e forum qui enregistre plusieurs hommes d'affaires. Le reportage est de Noël Gnagno. La Côte d'Ivoire, l'île Maurice, 2 réalités économiques. Une grosse de potentialités, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose de fondamentaux économiques solides, caractérisés par une croissance économique annuelle de 9%, mais un taux d'investissement par rapport au PIB de 20%. Des exportations en hausse de 7,6% en 2015, une croissance de 10,6% de la consommation en 2015, un déficit budgétaire public de 2,9% du PIB en 2015 et un ratio d'endettement de 41,3% du produit intérieur brut. L'autre, plateforme financière de renommée internationale. Passer d'une économie principalement agricole à une économie aujourd'hui très diversifiée. Aujourd'hui, l'agriculture représente moins de 4% du PIB. À l'inverse, le secteur manufacturier contribue à 16% du PIB, les services financiers à 10%, le tourisme à 7% et les TIC à 6%. Mettre un pont entre ces 2 économies pour le bonheur des parties, voilà le sens de ce partenariat gagnant-gagnant qui prend du relief avec cette 5e édition de CGC Academy et renforcée par un principe. Quand on veut aller loin, on s'inspire du meilleur. Visibilité de ces meilleurs, la délégation mauricienne, conduite par son vice-premier ministre, est forte de personnalités mauriciennes, mais aussi d'opérateurs économiques de renom du continent. Le Nigérian Chris Kiribou et le Kenya Tony Elu Melu et du reste du monde. Des panels vont meubler ce rendez-vous économique sur 2 jours.
Mais avant, que peut-on retenir des éditions précédentes? Morceau choisi. En 2015, le thème « Entrepreneur ou homme d'affaires » a été retenu. La CGC, à travers ce forum, a fait un plaidoyer pour la poursuite des réformes relatives à l'amélioration des climats des affaires. Par rapport à ce point et par rapport au cadre des incitatifs des investissements, des réformes structurelles sectorielles importantes ont été engagées. Constat, le passé est éloquent. Il faut poursuivre avec un objectif essentiel. En attendant, les conclusions de ce vendredi, les réussites économiques africaines, le Nigérian et le Kenya, ont été primés pour leur contribution à l'essor économique de l'Afrique. Et l'île Maurice, invité d'honneur de la CGC Academy, le forum des entrepreneurs ivoiriens qui se tient à Abidjan, a signé des accords avec la Côte d'Ivoire. La coopération entre les deux pays se renforce ainsi et les accords signés portent entre autres sur la promotion économique. Gabriel Zani. Aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 2016, la question des infrastructures économiques y a une place de choix. Au cours de la table ronde, comme des panels réservés à cet effet, les plus hauts dirigeants des banques multilatérales de développement, les partenaires au développement et les représentants des G20, G24, G77 ont planché sur les mécanismes de collaboration multilatérale dans le but d'accélérer le développement des infrastructures dans le monde. Car au moins 663 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Et le tiers au moins de la population rurale dans le monde n'est pas desservi par des routes en toute saison. Daniel Kablan-Duncan, invité à y prendre la parole pour partager l'expérience ivoirienne, dira que son pays se préoccupe de la question en fournissant de gros efforts en matière d'énergie, de création de routes et de services d'eau potable dans une dynamique partenariat public-privé. Des efforts qui ont besoin d'être soutenus. L'exemple ivoirien en matière de progrès économique, les réunions de printemps en ont demandé, obligeant Daniel Kablan-Duncan à employer tous les moyens pour répondre présent. Invité de l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, le Premier ministre ivoirien a tout simplement convaincu sur la vision du président Alassane Ouattara qu'il est chargé de traduire dans les faits. À la fin du panel, la Côte d'Ivoire devient plus que jamais un sujet d'intérêt. Ce sont des résultats qui sont commandables et c'est des résultats qu'on peut répliquer dans d'autres pays. Donc je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse donner l'exemple en région ouest africaine afin que d'autres pays prennent le pas et suivent son exemple. On a une présence de très longue date en Côte d'Ivoire. Nous avons connu les heures difficiles et nous sommes très heureux de voir le pays qui connaît une résurgence forte et nous sommes très heureux d'être associés à ce succès. Ce que je retiens, c'est que c'est la question qu'a posée un Guinéen à monsieur le Premier ministre et où monsieur le Premier ministre a exprimé que les choses les plus importantes, les ingrédients les plus importants du succès de la Côte d'Ivoire, ce sont la vision et le peuple ivoirien et la capacité du peuple ivoirien. Et c'était ces points-là qui l'ont le plus, comment dirais-je, ému. Les garanties d'investissement de la MIGA ont permis de mobiliser plus de 1 000 milliards de francs CFA d'investissement en Côte d'Ivoire au cours des 5 dernières années. Et la MIGA devrait accompagner dans la dynamique le pays pour le financement de son PND 2016-2020. Voilà toutes nos excuses. Vous avez dû rectifier de vous-même. La technique en a décidé ainsi. Vous avez plutôt vu la participation du Premier ministre ivoirien aux assises du printemps de la Banque mondiale et du FMI. En marge de ces assises, le chef du gouvernement ivoirien a animé plusieurs panels. On vient maintenant à ce reportage sur l'île Maurice, invité d'honneur de la CGC Academy, le forum des entrepreneurs ivoiriens qui se tient à Abidjan. L'île Maurice a signé des accords avec la Côte d'Ivoire et la coopération entre les deux pays, je l'ai dit, se renforce ainsi puisque les accords signés portent entre autres sur la promotion économique. Le sujet est de Gabriel Zani. 4 accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice. Un accord on the board investment de l'île Maurice et le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, CEPUCI. 3 autres ont été paraphés par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, Premier ministre adjoint de l'île Maurice. Des accords qui vont redynamiser à
coup sûr la coopération entre les deux pays. C'est en réalisant que les opportunités existent que donc je crois que les deux gouvernements ont décidé donc de resserrer les liens. Et je crois sincèrement que les accords que nous avons signés aujourd'hui, et éventuellement l'accord de non-double imposition fiscale, seront des accords clés pour que les deux secteurs privés puissent travailler ensemble. La Côte d'Ivoire et l'île Maurice ont des échanges commerciaux très faibles, selon le Premier ministre ivoirien. Pourtant, le pays a aidé à l'installation des compagnies sucrières en Côte d'Ivoire et pourrait éventuellement apporter une expertise dans le domaine de l'anacarde. Nous avons par exemple échangé la possibilité de renforcer la coopération dans le domaine de l'agro-industrie. Il peut aussi appuyer donc la transformation du coton en Côte d'Ivoire, le domaine de l'anacarde, etc. Donc c'est un domaine important. J'ai une expérience aussi dans le domaine du financement des mines. C'était là important. Le ministre rappelait tout à l'heure que nous sommes passés de 8 tonnes d'or actuellement à 25 tonnes. Et leurs respectives dans les financements peuvent nous aider. De son côté, l'île Maurice est le 32e pays au monde à favoriser les affaires selon un rapport Doing Business de la Banque mondiale. Les accords signés portent sur la promotion économique et la protection réciproque des investissements, la coopération économique, financière et technique et sur la non-double imposition et la prévention de l'évasion fiscale. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le 30e congrès des dermatologistes francophones. Ces rencontres ont pour objectif de contribuer au rayonnement de la dermatologie africaine. Au centre des débats, la dépigmentation et les spécificités de peau noire, ainsi que les maladies de peau dites émergentes. On en sait plus avec Serge Kolia. Malgré les nombreuses mises en garde des spécialistes de santé et même les mesures d'interdiction des dirigeants, la dépigmentation continue de faire recette en Afrique. Pourtant, de nombreuses complications menacent les personnes qui s'adonnent à cette pratique. À l'occasion de son 30e congrès, l'Association des dermatologistes francophones se penche une fois de plus sur la question. Comment minimiser les risques liés à ce phénomène à défaut de l'endiguer totalement? On est impuissant devant la volonté de ces femmes qui ne veulent pas de leur teint. Dire qu'on va supprimer la dépigmentation provoquée, c'est difficile parce que quand on les voit, elles ne veulent jamais laisser ce traitement. Même malgré toutes les complications qu'elles présentent, elles te diront tout, mais je ne veux pas noircir. Donc c'est trouver la solution qui est un peu moins agressive que ce qu'elles utilisent actuellement. Les dermatoses émergentes et réémergentes, spécificités dermatologiques sur peau noire, ce sont quelques-uns des thèmes au centre de ce cadre d'échange scientifique. Une centaine de médecins, pharmaciens, responsables de laboratoires, infirmiers, sages-femmes et autres agents de santé, tous spécialistes de la peau, participent à ce congrès qui se tient du 20 au 23 avril à Abidjan. Au-delà des réflexions, ces assises organisées par la Société ivoirienne de dermatologie et de vénérologie visent à renforcer les liens entre les dermatologues du monde francophone. Quelle stratégie pour un relèvement du taux de représentativité des femmes dans les fonctions nominatives et électives? La question préoccupe le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Le ministère prépare un avant-projet de loi justement sur le sujet. Une rencontre avec des acteurs vient de se tenir. C'est un reportage de Konipa Gassoro. Au cours des élections de décembre 2011, la Côte d'Ivoire a enregistré seulement 9,2% de femmes au Parlement, 11,33% aux conseils régionaux et 14,97% au sein des conseils municipaux. Des chiffres bien en deçà des engagements pris à la conférence de Beijing selon l'ONU Femmes. Une situation qui classe ainsi la Côte d'Ivoire au 121e rang sur 190 pays au monde en termes de représentation des femmes au Parlement et au 43e rang sur 54 pays en Afrique. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant et l'ONU Femmes se disent préoccupés. Un atelier de réflexion donc sur les stratégies à mettre en place pour une participation et une représentation accrue des femmes aux postes nominatifs, mandats électoraux et fonctions électives. L'objectif de cette rencontre est de nous mettre d'accord, nous, femmes qui comptons pour la Côte d'Ivoire, sur l'adoption de mesures favorables à une représentation de nos sœurs. Cet atelier est donc un espace pour forger un consensus. Diverses études et analyses démontrent qu'une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision en Côte d'Ivoire comme ailleurs
permet de créer un ordre économique et social plus favorable à l'émergence, à laquelle la Côte d'Ivoire légitimement aspire. Cet atelier a vu la participation des membres du gouvernement, des femmes d'institutions et des acteurs de la société civile. Quelle stratégie pour un relèvement du taux de représentativité des femmes dans les fonctions nominatives et électives? C'est le thème développé au cours de cet atelier de réflexion. Les collectivités territoriales se dotent de plans de développement local. Les responsables de la planification des collectivités territoriales ont été instruits sur les nouvelles orientations de la deuxième phase du plan national de développement PND 2016-2020. Explication avec Hassan Khan et Kader Sogodogo de RTI Boaki. 9% en moyenne est le progrès en termes de croissance économique réalisé par la Côte d'Ivoire selon la revue globale du Programme national de développement PND 2012-2015. Cela s'est concrétisé par d'énormes investissements dans différents secteurs d'activité dans le pays. Pour la réussite totale de la deuxième phase du PND 2016 à 2020, dont l'objectif majeur est l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, la direction de la planification sous tutelle du ministère du Plan et du Développement entend impliquer davantage les collectivités territoriales. Les besoins sont urgents, sont tellement urgents que la population est pressée du développement de leur collectivité. Nous arrivons à planifier, ça va, nous planifions, mais on ne planifie pas pour planifier. Quand on planifie, il faut passer aussi à la programmation, à la réalisation de ces projets. Et c'est là où réside le problème. Les collectivités sont donc instruites sur les nouvelles orientations de la deuxième phase du PND. Le PND, le Plan national de développement 2016-2020, contient 5 axes. Un point très important, il s'agit de la transformation structurelle de notre économie. Comment est-ce qu'on pourra industrialiser notre économie? À cet effet, des fonds doivent être mobilisés. Ce plan a un coût de 30 000 milliards qui doit amener la Côte d'Ivoire vers l'émergence. En novembre 2015, le gouvernement a finalisé l'élaboration du PND 2016-2020 qui devra surtout réussir la vision de transformer la Côte d'Ivoire en un pays émergent d'ici 2020. L'État de Côte d'Ivoire engage la lutte contre la traite des personnes. Le processus de lutte contre ce fléau va s'accentuer les jours à venir, selon la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Maria Toukone a échangé avec les acteurs clés engagés dans la lutte contre la traite des personnes. Konaté Moussa. Lutte contre la traite des personnes, la Côte d'Ivoire déterminée à éliminer le phénomène. Plusieurs actions sont en cours, parmi lesquelles l'élaboration d'un plan d'action, d'une stratégie nationale de lutte et un projet de loi. Des actions qui vont s'accentuer selon le ministre Maria Toukone. Il s'agit concrètement de faire aboutir ce projet de loi en loi et puis de mettre en œuvre la stratégie et également de dérouler le plan d'action. Pour atteindre ces objectifs, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui technique et financier des partenaires internationaux. Ces acteurs clés de la lutte contre la traite des personnes réaffirment leur soutien à la Côte d'Ivoire. Le fait que la Côte d'Ivoire s'engage, cela motive aussi les partenaires. L'ONUDC sera présente pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet. La Côte d'Ivoire et ses partenaires mobilisés donc contre ce fléau. Le coût global du plan d'action est estimé à plus de 8,8 milliards de francs CFA. Près de 80% sont à la charge des partenaires. L'État ivoirien a déjà apporté sa contribution d'environ 2 milliards de francs CFA, soit 22% du budget. Au chapitre politique de cette édition, le PDCI qui veut relever le défi de la renaissance. Les cadres dirigeants du parti sont en séminaire. Dans le cadre des festivités des 70 ans du PDCI, une conférence sur le parcours du parti et de son président fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, a été organisée. Les forces et faiblesses du PDCI RDA ont été évoquées lors de cette conférence. Toi des lasers. Venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les élus et cadres du PDCI RDA sont ici pour se ressourcer et connaître l'histoire fondamentale de leur parti en vue de relever les défis de la Renaissance. Un rendez-vous crucial, selon le secrétaire exécutif du parti d'Houphouët-Boigny, au moment où la bataille électorale en 2020 annonce déjà ses couleurs. Pour Maurice Kakou-Gikawe, l'esprit de combativité du PDCI RDA des années de braise doit renaître chez tous les militants pour la victoire du RHDP. Plusieurs thèmes ont été développés par les conférenciers, retraçant les défis relevés par le PDCI RDA de 1946
à 2016, à savoir les débats idéologiques, l'hymne à l'union, les forces et faiblesses du parti, l'oufouettisme et la vision du père fondateur pour un engagement politique, le leadership et la gouvernance des délégations. Le président Houphouët-Boigny a dit ceci, et je cite, « Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, je ne dirais même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus au monde, Jésus et Mahomet. Et vous m'avez dit qu'ils ont fait écrire par leurs disciples, mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes et vieux, disciples de mon action, c'est à vous d'écrire ma pensée. » La présente contribution vise donc à célébrer et magnifier le concept de l'union et à lui restituer sa place dans la pensée du président Félix Houphouët-Boigny. Au thème de ce séminaire, les militants du parti sont appelés à se mobiliser autour d'un idéal, celui de la paix et de la réconciliation, credo du père fondateur du PDCI-RDA, feu Félix Houphouët-Boigny, prix Nobel de la paix de l'UNESCO. Et le RDR est en tournée, c'est une tournée de redynamisation de la base. Et donc, la délégation du RDR a fait escale à Boisflé et à Zionoula. Le rassemblement des républicains RDR à la rencontre de ses bases. Dans les départements de Boisflé et de Zionoula, les militants sont sortis massivement pour entendre l'envoyé du parti à la case verte. Virginie Ayatouré, conseillère du secrétaire général par intérim du RDR, avait 3 messages importants à délivrer. Le premier message, c'est un message de remerciement. Le deuxième message, c'est la réunification, la redynamisation, la remobilisation du RDR afin d'aller au parti unifié fort. Le troisième message, c'est informer les Ivoiriens que nous sommes dans une année électorale. Il y aura bientôt le référendum et les législatives, qu'ils restent à l'écoute du parti. Dans la Maraoué, le message est bien perçu. Nous sommes en phase avec la direction du parti. Il est de notre devoir de mettre en application toutes les décisions prises par la direction du parti. Les secrétaires départementaux ont promis de continuer cette mission de redynamisation jusque dans les hameaux les plus reculés de la Maraoué. Décédé le lundi dernier, la dépouille mortelle de l'ancien directeur général de la RTI, Mamadou Ben Soumaoro, est arrivée hier à Abidjan. Aujourd'hui, la presse lui rend hommage. Un piquet d'honneur est organisé en la mémoire de Mamadou Ben Soumaoro. Pour rappel, l'homme qu'on appelait Waraba est décédé des suites d'une longue maladie. Il avait pris, je rappelle, le chemin de l'exil en avril 2011. En Gambie, les ONG Amnesty International, Human Rights Watch dénoncent les dérives du régime gambien après le décès de 3 opposants. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit très inquiet de la situation en Gambie après la mort en détention de 3 opposants, dont Solo Sandeng, l'un des leaders de l'opposition. Ban Ki-moon, le patron des Nations Unies, exige également la libération immédiate des blessés détenus pour avoir participé à une marche interdite le 14 avril dernier visant à contester certaines décisions politiques du régime au pouvoir, notamment la nomination récente d'un proche du chef de l'État à la tête de la commission électorale, la multiplication par 10 de la caution de candidature au poste de président de la République. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1994, le président Yahya Jammeh est accusé par les ONG Human Rights Watch, article 19 Amnesty International et cette semaine par le département d'État américain de disparition forcée, de harcèlement de la presse et des défenseurs des droits de l'homme, des accusations qu'il a régulièrement rejetées. Et c'était un récit de Sidonie Davila. Le chanteur américain Prince est mort aujourd'hui à l'âge de 57 ans. Il a été découvert inanimé dans sa résidence. On ignore encore la cause de sa mort. Durant sa carrière, il a marqué le public par son talent et sa capacité à galvaniser les foules lors des concerts. Mais il a aussi étonné les spectateurs avec ses looks variés, très travaillés. Grand concurrent de Michael Jackson, il laisse derrière lui des millions de fans à travers le monde. Prince, né le 7 juin 1958 aux États-Unis, était le plus grand musicien hip-hop de sa génération.
Une nouvelle plus gaie avec les JO de Rio, c'est parti. La flamme olympique a été allumée aujourd'hui en Grèce sur le site d'Olympie, berceau des Jeux de l'Antiquité. La flamme va filer vers le Brésil. 20 000 km de parcours à travers le pays. Le flambeau sera porté successivement par 12 000 coureurs qui vont traverser 300 villes au Brésil. Les Jeux olympiques de Rio débutent le 5 août prochain. Fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, Maïsako prendra le relais.